salut tout le monde, c'est Densetsu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, démarrage du projet lecture. Je vous ai déjà tout expliqué lors de la précédente vidéo. Donc installez-vous, détendez-vous, relaxez-vous et plongez votre esprit dans l'univers de Stephen King avec sa chapitre 1. C'est parti. Après l'inondation. La terreur. La terreur qui n'allait cesser qu'au bout de 28 ans. Mais a-t-elle vraiment cessé? S'incarna pour la première fois, à ma connaissance, dans un bateau en papier journal dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquive vacilla, gita puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons et descendit ainsi Witcham Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957, et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer, et depuis 2 jours le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en ciré jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie, moins drue, crépitait pour son oreille comme sur un toit de tôle. Bruit agréable, presque rassurant. Il s'appelait George Denbrough et avait 6 ans. Son frère, William, connu de la plupart des gosses de la communale, comme des maîtres qui ne se seraient pas permis de l'appeler ainsi devant lui, sous le sobriquet de Bill le Bègue, hoquetait à la maison les dernières quintes de toux d'un méchant rhume. En cet automne 1957, 8 mois avant les vrais débuts de l'épouvante, qui allait durer 28 ans, Bill le Bègue avait 10 ans. C'est Bill qui avait conçu le bateau que faisait naviguer George. Il l'avait fabriqué dans son lit adossé à une pile d'oreillers, tandis que leur mère jouait au piano la lettre à Élise dans le salon, et qu'au dehors la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre. Un peu avant l'intersection au feu éteint, Witcham Street était interdite à la circulation par des fumigènes et 4 barrières oranges. Sur chacune, on pouvait lire « Travaux publics de Derry ». Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles agglutinés en taille-épée. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, foré de petits trous dans la chaussée avant de l'emporter à grandes poignées à vide dès le 3e jour de pluie. À midi, le 4e jour, c'était par plaques entières que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Witcham et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé un peu nerveusement les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street, mais Witcham Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de la vie générale. La canne de Skig n'était pas sortie de son lit dans les friches mortes et était montée en quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Juste à ce moment-là, une équipe d'hommes, qui comprenait entre autres Zach Denbrough, le père de Bill et George, retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable, avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et à côté des millions de dollars. On avait retrouvé l'un des corps à 40 km de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les 2 yeux, le pénis, 3 doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue et, grâce au nouveau barrage de Bangor, en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zach Denbrough, employé d'Hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ces mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinait à l'art, comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte juste après les barrières, au bord d'une ravine creusée dans le goudron selon une diagonale presque parfaite qui traversait Witcham Street.
Elle aboutissait de l'autre côté de la rue à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire. Manifestation solitaire de joie enfantine. Rayons de soleil trouant la grisaille de l'après-midi. Tandis que son bateau était tapé par les remous des rapides à l'échelle réduite qui dévalait la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Witcham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs, dont les boucles cliquetaient gaiement alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein à cet instant-là d'un amour clair et simple pour Bill. Amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère, avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill, dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, écrivait bien, mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, se rendait compte lui-même. Bill savait raconter, mais surtout, il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry le samedi matin en matinée avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire, et atteignit ainsi le caniveau gauche de Witcham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point, et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer. Le bateau pencha de façon alarmante, et George poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter, et se précipita vers le carrefour. George accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale. Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la canne de ski, la fièvre allait en décroissant, Bill venait de finir le bateau. Mais le mit hors de portée lorsque George tendit la main. Va me chercher la paraffine maintenant. La quoi? C'est où? Dans la cave, sur l'étagère, dans une boîte où il y a écrit Gulf. Apporte-la moi, avec un couteau, un bol et des allumettes. Georges ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau, plus sec et prétentieux, qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants, pas comme l'idée d'aller à la cave. Il ne l'aimait pas, et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill. Et pourtant, même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait car c'était si exquisement stupide qu'il n'aurait en parlé à personne, car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres au milieu des horreurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide! Des choses griffues et velues bavant du venin, ça n'existe pas. De temps en temps, un type de nain cinglé et tué plein de gens. Chet Utley en parlait parfois au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes. Mais pas de monstres à la gomme habitant à la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers. Et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondent en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre. L'odeur d'une chose sans nom. Ça sentait ça. Ça, qui était accroupi, prête à bondir. Une créature prête à manger n'importe quoi.
mais particulièrement friande de petits garçons. Ce matin-là, il avait ouvert la porte et cherché interminablement le bouton, agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche comme une racine, cherchant désespérément l'eau dans un désert. Marrant, tu parles. Tu t'es pas vu, Georgie? Georgie, quelle affreuse du noir, quel bébé! Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin, comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah! Le tourne. Rien. Pas de lumière. Oh, flûte, le courant! Georges retira son bras comme d'un panier de serpents. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine. La panne d'électricité, évidemment. Il l'avait oublié. Jésus-Christ! Et maintenant, allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier? Pas un communiste, non, ou un assassin maniaque, mais à quelque chose de pire, qu'une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville. Un peu trop gros tout de même. D'autres riraient, mais pas Bill. Il serait furieux. Il dirait: grandis un peu, Georgie. Veux-tu ce bateau, oui ou non? Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre. Tu prends racine ou pas? Georgie! Non, je l'ai, Bill, répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. J'en ai profité pour boire un verre d'eau. Grouille! Il descendit donc les 4 marches qui lui mettaient à portée de l'étagère, le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde-à-vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine, et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de 100 films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles, avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles. L'odeur était pire que d'habitude à cause de l'inondation. La maison, sur Witcham Street, n'était pas loin du sommet de la colline, et avait donc échappé au pire. Mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations, et l'air empuanti invitait à ne respirer qu'à petits coups. Georges farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui encombrait l'étagère. Des vieilles boîtes de cirage kiwi, des chiffons, une lampe à pétrole inutilisable, des bouteilles à peu près vides, une ancienne boîte plate de cire la tortue. Tiens, celle-ci attira son attention sans raison, et il passa bien 30 secondes, hypnotisé, à admirer la tortue qui ornait le couvercle. Puis il la rejeta et vit enfin, derrière, la boîte carrée avec le mot Gulf écrit dessus. Georges s'en empara vivement et bondit vers la porte, soudain conscient qu'un pan de sa chemise dépassait, et convaincu que cela signifiait la fin pour lui. La chose dans la cave allait presque le laisser sortir, puis le saisirait par la chemise, le ferait tomber, et il referma bruyamment la porte dans son dos. Il resta appuyé, les yeux clos, transpirant du front et des aisselles agrippées à la boîte de paraffine. Le piano s'arrêta, et la voix de sa mère flotta jusqu'à lui. Tu devrais la fermer un peu plus fort une autre fois, Georgie. Peut-être arriveras-tu à casser l'une des assiettes du service dans le dressoir si tu essayes vraiment. Je m'excuse, maman. Espèce de taré. C'était Bill, parlant à voix basse pour ne pas être entendu de leur mère. Georgie eut un petit reniflement. Sa peur s'était évanouie aussi rapidement qu'un cauchemar lorsqu'on se réveille et qu'on regarde autour de soi pour s'assurer que rien de cela n'était vrai. Un pied par terre, on en a oublié la moitié. Sous la douche, les 3/4. Et au petit déjeuner, il n'en reste plus rien. Plus rien, jusqu'à la prochaine fois, où sous l'emprise d'un nouveau cauchemar, toutes les frayeurs remonteront. Cette tortue,
se dit Georges en tirant le tiroir où se trouvaient les allumettes. Où est-ce que je l'ai déjà vu? La question resta sans réponse, et il n'y pensa plus. Il prit les allumettes, le couteau, lame tournée à l'extérieur comme papa lui avait appris, et le petit bol qu'il trouva sur le dressoir dans la salle à manger. Puis il retourna dans la chambre de Bill. Qu'est-ce que t'es trouduc, Georgie? Dit Bill d'un ton aimable, en repoussant l'attirail de malade qui encombrait sa table de nuit. Un verre vide, une carafe, des Kleenex, des livres, un flacon de Vicks, dont l'odeur resterait pour Bill éternellement associée aux bronches chargées et au nez coulant. Sans oublier le vieux poste Philco, qui ne jouait ni Chopin ni Bach, mais un air de Little Richard. Très doucement, si doucement même qu'il en perdait toute sa force primitive. Leur mère, pianiste formée à la Juilliard School, avait le rock'n'roll en horreur. « Je suis pas un trouduc, dit Georges, qui s'assit sur le bord du lit et posa les objets sur la table de nuit. Si, rien qu'un grand trouduc marron sur pattes. Georges essaya d'imaginer un gosse correspondant à cette description et se mit à pouffer. Ton trouduc est plus grand qu'Augusta, dit Bill, qui pouffa à son tour. Ton trouduc est plus grand que tout l'État, répliqua Georges, ce qui suffit à plier les deux garçons en deux pendant plus d'une minute. S'ensuivit une conversation à voix basse, de celles qui n'ont de sens que pour les petits garçons. Qui était le plus gros trouduc? Qui avait le plus gros trouduc? Quel trouduc était le plus marron? Et ainsi de suite. Finalement, Bill lâcha l'un des mots interdits, accusant Georges d'être un gros trouduc marron merdeux. Et ils éclatèrent de rire, ce qui déclencha une quinte de toux chez Bill. Elle s'atténuait un peu, le visage de Bill avait pris une teinte aubergine qui commença à inquiéter Georges. Lorsque le piano s'arrêta, tous deux regardèrent en direction de la porte, l'oreille tendue vers le grincement du tabouret et le bruit des pas impatients de leur mère. Bill enfouit la tête dans le creux de son bras, étranglant la fin de la quinte, tout en indiquant la carafe de sa main libre. Georges lui versa un verre d'eau qu'il avala. Le piano reprit. De nouveau la lettre à Élise. Jamais Bill Lebègue n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnera encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait, et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de Georges. » Tu vas encore tousser, Bill? Non. Bill tira un Kleenex dans lequel il fit tomber un crachat épais avant de le rouler en boule et de le jeter dans une corbeille déjà à demi pleine de déchets identiques. Puis il ouvrit la boîte de paraffine et prit un cube à l'aspect cireux du produit dans le creux de sa main. Georges l'observait attentivement. Mais en silence, Bill n'aimait pas être bombardé de questions quand il faisait quelque chose. Et Georges savait que son frère finirait par lui donner des explications s'il se taisait. À l'aide du couteau, Bill coupa un petit morceau de paraffine qu'il plaça dans le bol. Puis il enflamma une allumette et la posa dessus. Les deux garçons observaient la petite flamme jaune, tandis que le vent lançait des rafales affaiblies contre la fenêtre. C'est pour l'imperméabiliser. Sinon, il va s'imbiber d'eau et couler, dit Bill. Avec Georges, son bégaiement s'atténuait, pour disparaître parfois complètement. À l'école, en revanche, il pouvait être tel qu'il lui était impossible de parler. Tandis que ses camarades regardaient ailleurs, il restait paralysé, étreignant les rebords de son bureau, la figure prenant peu à peu la même teinte rouge que ses cheveux, les yeux réduits à deux fentes par l'effort qu'il faisait pour chasser un ou deux mots de sa stupide gorge. La plupart du temps, les mots finissaient par sortir. Parfois, rien ne venait. Une voiture l'avait renversé quand il avait 3 ans, et il était resté 7 heures inconscient. Maman attribuait à cet accident l'origine du bégaiement. Georges avait quelquefois l'impression que son père, et Bill lui-même, n'en étaient pas aussi sûrs. Dans le bol, la paraffine avait presque complètement fondu. La flamme pâlit, vacilla et s'éteignit.
Bill plongea un doigt dans le liquide et le retira vivement avec un sifflement retenu. Il eut un sourire d'excuse. Brûlant, se dit-il. Au bout de quelques secondes, il recommença et se mit à badigeonner les flancs du bateau, où la paraffine, séchant rapidement, se transforma en une pellicule laiteuse. « Je peux en passer moi aussi ?» demanda Georges. « Oui, mais n'en mets pas sur la couverture, sinon tu vas voir maman. » Georges plongea à son tour le doigt dans la paraffine encore chaude, mais supportable, et barbouilla l'autre côté du bateau. « Pas tant, Trouduc, fit Bill. Tu veux le faire couler dès sa première sortie ? Excuse-moi. Ça va, mais fais attention. Georges termina de son côté, puis tint le bateau dans ses mains. Il était un peu plus lourd, mais à peine. Au poil, dit-il. Je vais aller le faire naviguer. Ouais, vas-y, répondit Bill, l'air soudain fatigué et encore patraque. Je regrette que tu ne viennes pas. Georges était sincère. Bill avait tendance à devenir autoritaire, mais il avait toujours les idées les plus chouettes et il ne le frappait à peu près jamais. Après tout, c'est ton bateau, ajouta-t-il. Moi aussi j'aurais aimé venir, fit Bill d'un ton morose. Eh bien, Georges dansait d'un pied sur l'autre, le bateau à la main. Allez, mets ton ciré, sans quoi tu vas te choper un rhume comme moi. Trop tard sans doute, j'ai dû te refiler mes microbes. Merci Bill, c'est un bateau super. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et que Bill ne devait jamais oublier. Il se pencha sur lui et l'embrassa. Ce coup-ci, tu vas vraiment l'attraper, Trouduc, dit Bill. Mais il avait tout de même l'air content, et il sourit à son frère. Et n'oublie pas de ranger ce bazar, sans quoi maman va grimper au rideau. T'en fais pas. Il ramassa les objets et traversa la chambre, le bateau en équilibre instable sur la boîte de paraffine, elle-même de travers dans le petit bol. Georgie! Georges se retourna pour regarder son frère. Faire attention. Bien sûr. Son front se plissa légèrement. C'était quelque chose que disait maman, pas à son grand frère. Aussi étrange que le baiser qu'il lui avait donné. Bien sûr que je ferai attention. Il sortit. Bill ne devait plus jamais le revoir. Et voilà les petits amis, on va s'arrêter là. Donc c'est une bonne petite conclusion pour une première vidéo de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos sensations, si ça vous plaît. Alors désolé si j'écorche quelques petits mots de temps à autre. Si ma lecture n'est pas 100% parfaite, j'essaye de faire au mieux. J'essaye de dynamiser ma voix pour vous faire rentrer dans l'ambiance, dans l'univers. Voilà, c'est vraiment ça qui m'apporte. Donc voilà, j'avais dans l'idée au départ de mettre une petite musique d'ambiance vraiment pas très très fort derrière. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait car j'avais peur que ça parasite la lecture et que ceux qui ont vraiment envie de se concentrer sur le texte pour vraiment se plonger dans l'univers soient perturbés par un petit fond sonore. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Maintenant, si ça vous branche, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans ce cas-là, je mettrai justement cette petite musique pour les prochaines vidéos de lecture. Voilà. Donc voilà, fin de la vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, mettre plein de pouces bleus si vous avez aimé, à vous abonner, très important. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Et voilà, activez la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel au moment où je les publie sur YouTube. Et je vous dis
à bientôt. Je referai certainement dans la journée une vidéo mais la gaming, donc je ne sais pas encore vraiment sur quoi, ce sera la surprise. Voilà. À bientôt. Enjoy les amis. Profitez de la vie. Et je vous dis à ciao ciao ciao.